Bonjour, bonsoir, je ne sais même plus quoi dire parce qu'il fait jour, mais je sais qu'on est en fin de journée. Donc, écoutez, je suis très ravie et en même temps un petit peu triste parce que c'est la dernière discussion qu'on fait de cette série Une nature pour tous. Écouter les ressentis et améliorer les pratiques. Donc, ravie de vous voir. Ce soir, on parlera donc du groupe des aînés. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais la raison pour laquelle on a fait cette série de panels, c'est parce que, premièrement, Unature, et je me présente, Emilia Tamko, je suis accompagnée aussi de Hubert, co-modérateur. Donc, nous sommes les cofondateurs de Unature. Et Unature, en fait, c'est une organisation qui, depuis 10 ans, fait connaître l'impact de la nature sur la santé des individus, la santé des communautés. Et fort des 5500 études qu'on a agrégées depuis 10 ans, on se rend compte qu'il y a des populations qui n'ont pas accès à la nature ou pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile, alors que les bienfaits sont époustouflants sur ces groupes et pourraient, en raison justement du fait que l'accessibilité à la nature, si elle peut être en plus gratuite, leur permettrait de prévenir énormément de pathologies. Donc on s'est dit, ce serait très intéressant de pouvoir enfin mettre de l'avant ces groupes, les entendre, pourquoi ils ont des freins, essayer de comprendre aussi comment on peut inspirer à faire en sorte que l'accès soit plus facile. Et c'est ce qui a donné donc lieu à cette série de conversations durant lesquelles on voulait vraiment que ces groupes s'expriment, mais pas que ces groupes, mais qu'on puisse créer un tissage avec des institutions, avec des personnes qui travaillent en développement urbain et qui ont l'influence, en tout cas, d'améliorer le quotidien et d'améliorer nos sociétés. Nous sommes donc, je le disais, à la 3e discussion. Ce soir, nous avons 3 invités que je trouve vraiment admirables au niveau humain, mais qui vont en plus vous permettre de comprendre un peu parfois quels sont les freins, quelles sont les choses qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut échanger et s'inspirer mutuellement, parce qu'on vient de perspectives très différentes. Avant de rentrer dans les présentations et de commencer la discussion, je voudrais prendre le temps de remercier chaleureusement la Maison du Développement Durable qui nous accueille ici et qui a vraiment collaboré de très près pour faire naître cette série de panels de discussion. Donc merci à toute l'équipe, Alexandra qui est dans le fond, Dez qui est à la technique et un grand merci particulier à Marie-Ève Bergeron. Et je regarde le regard d'Alexandra qui semble me dire « N'oublie pas les partenaires ». Non, je n'oublierai pas les partenaires, il s'agit d'Hydro-Québec et de Desjardins. Merci également. Donc, ayant dit ça, je voudrais vous présenter la voie. Premièrement, la discussion. On la veut très conviviale. Il y a des personnes qui sont branchées en ligne. Vous êtes dans la salle. L'idée, c'est vraiment qu'ensemble, on va commencer la discussion ici, mais on voudrait la poursuivre aussi avec vous parce qu'on sait que si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt. Vous avez peut-être aussi des solutions qu'on ne connaît pas. Vous avez peut-être des approches aussi qui seraient intéressantes d'entendre. Donc, on va commencer avec la discussion ici, puis ensuite, on poursuivra avec des questions, vos commentaires. Ne soyez vraiment pas gênés pour interagir avec nous. Donc, je commencerai par dire que ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est qu'on a la voix de Olivier Bonnet, qui représente donc directeur général de Chez nous Mercier-Est, qui est un organisme donc qui offre des activités et qui œuvre pour les seniors, donc dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Donc Olivier Bonnet va agir un petit peu dans cette idée d'être la voix un peu de ces seniors. On avait une personne avec nous qui devait venir, qui est senior, mais qui n'a pas pu se déplacer. Mais on entendra Olivier, je pense que ce fera l'affaire. Et puis dans la salle, vous pouvez aussi intervenir. Nous avons également Madame Josée Bellemare, qui est la directrice du Jardin botanique, une institution qui, je trouve, est très proactive et volontaire dans son effort d'inclusion et de comment dire, faire en sorte que les aînés aussi puissent profiter de ces infrastructures. Donc ça va être intéressant de pouvoir aussi entendre comment une institution comme celle-là bouge et peut faire avancer certains projets avec les difficultés que ça peut amener, avec les succès aussi que ça peut avoir et comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble. Nous avons également Pierre-Paul Audat. Est-ce que je dois t'appeler professeur ?
Donc, Pierre-Paul, j'ai tellement l'habitude de l'appeler Pierre-Paul. Donc, Pierre-Paul, qui est professeur adjoint à l'Université de Montréal et surtout un expert en enjeux socio-environnementaux. Et particulièrement, ce soir, c'est vraiment une banque de réflexion, une banque de solutions et d'approches auxquelles il participe avec l'université et qui va pouvoir nous donner aussi nous inspirer sur des choses qui se font, qui fonctionnent et qu'on pourrait peut-être polliniser un petit peu plus. Donc, et bien sûr, Hubert Mencion, cofondateur de l'université Unature, et qui, lui aussi, d'ailleurs, je vais te laisser la parole, Hubert, qui est le président du comité scientifique de l'organisation. Et j'avais envie de commencer par Hubert, parce que j'aimerais que tu mettes la table pour donner à ceux qui nous regardent une idée de l'importance, en fait, d'avoir une proximité avec les aînés en termes de nature, d'accès à la nature. Qu'est-ce que la recherche dit à ce sujet ? Alors, avant de parler de la recherche, je voudrais citer une phrase de Freud. On ne sait pas si elle est vraie, mais elle est souvent répétée. Il paraît que Freud, à la fin de sa vie, avait dit « J'ai perdu mon temps, la seule chose qui vaut la peine dans la vie, c'est le jardinage ». Et en fait, on se rend compte très souvent que plus les gens avancent en âge, plus ils reviennent à la nature. Parce que c'est une source d'émerveillement qui dure toute une vie, mais à la fin d'une vie, quand on fait un peu le point, je crois que beaucoup reviennent à la nature. Alors évidemment, le grand phénomène qui est en train de se passer aujourd'hui, dont tout le monde est informé, c'est le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population va augmenter considérablement dans nos pays le nombre de gens âgés et va avoir des conséquences très importantes au niveau économique, puisque évidemment, plus la population vieillit, plus il y a de gens malades, d'une certaine manière. Les cas de démence, par exemple, on pense que d'ici 2050, les cas de démence vont tripler. Donc on va se retrouver avec beaucoup de gens qui ont Alzheimer. On pense que les coûts liés au cancer vont doubler. Tout ça n'est pas parce que des gens sont de plus en plus malades, mais c'est parce que les gens sont de plus en plus âgés et donc ils vieillissent dans une santé relative et ils multiplient les causes de maladies. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de spécialistes disent aujourd'hui que le fait d'intégrer la nature dans les soins aux personnes aînées, c'est à la fois une question de santé publique, mais c'est une question aussi d'économie. C'est vraiment un point où les deux sont tout à fait liés, puisque quand on a plus de contact avec la nature, ça a beaucoup d'effets sur la santé mentale, ça a beaucoup d'effets sur la santé physiologique, et donc ça peut aboutir à diminuer les médications. L'impact sur la santé mentale, il est connu. Il y a de multiples études qui ont montré, par exemple, que les gens qui vivent dans une rue arborée ont moins de chances d'être déprimés que les autres. Il y a une étude récente qui a été faite auprès de 10 000 personnes et on sait qu'il y a une relation entre le nombre d'arbres dans une rue et la santé mentale autodéclarée par les gens qui y habitent. C'est vrai aussi pour les gens qui sont dans les résidences. Et en ce qui concerne la santé physique, le gros problème de l'âge, c'est la sédentarité. Donc plus on avance en âge, plus on est sédentaire. On sait que la population âgée de plus de 65 ans passe en général une très grande partie de son temps assise. Et le problème, c'est que la sédentarité a toutes ses conséquences, mais elle a beaucoup de conséquences. Ma mère, elle a plus de 90 ans, elle est assise toute la journée. Et elle est assise parce qu'un jour, elle est tombée. J'ai très souvent vu dans ma vie, moi j'ai une grande affection pour les personnes âgées depuis toujours, et j'ai vu souvent dans ma vie que les gens qui tombent une fois, ça change complètement leur comportement. Elles commencent à avoir peur de sortir. Moi je me souviens de ma grande-tante que j'adorais, qui avait 99 ans. Un jour elle est tombée, après elle n'avait aucune blessure, mais elle n'osait plus marcher. Et donc le fait d'être dans la sédentarité a des impacts sur le sens de l'équilibre. Quand on reste assis toute la journée, on a moins évidemment le réflexe de se rééquilibrer le corps, donc on va multiplier les chutes. Au contraire, quand on se promène, on a l'habitude de rester équilibré. Et donc on sait aussi, je vais m'arrêter là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je veux laisser parler les panélistes, qu'il y a des incitatifs importants pour les personnes âgées. Pour les aider à sortir, il faut qu'il y ait quelque chose de beau à voir. La beauté est très importante pour lutter contre la sédentarité. On va beaucoup plus se promener dans une rue qui est belle, où il y a des choses à voir, que dans une rue où il n'y a rien à voir à part des commerces. Donc, c'est très important que la santé publique s'empare de la question de la beauté en disant la beauté a une valeur économique. Bref, je termine en disant que une chose est l'accès à la nature, une chose est d'avoir des espaces verts,
Mais une autre chose, c'est de faire en sorte que les gens y aillent. Moi, j'ai vu beaucoup ça au Luxembourg. Dans la ville de Luxembourg, on a une antenne sur place. Il y a plein d'espaces verts partout. Mais ce n'est pas pour ça que les gens y vont. Il faut les inciter à y aller. Il faut des moyens de transport pour y aller. Il faut qu'il y ait des toilettes sur place, par exemple. Il y a toute une série d'aménagements à faire pour tenir compte des aînés et de leurs besoins de nature qui est inscrit dans nos gènes à tous. Nous avons besoin du contact avec la nature, mais il faut donner des petits coups de pouce. Voilà sur ce que je peux dire pour mettre la table. Bon, ben merci pour ça. Et puis, on va tout de suite demander à Olivier. Donc, premièrement, on va tous se tutoyer. Là, j'ai mis vous dans nos affaires, là, mais bref. Donc, Olivier, commence par nous amener à ressentir ce que tu entends de la part des aînés. Comment est-ce qu'ils vivent le changement climatique? Quel impact ça a sur eux? Comment est-ce qu'ils vivent le fait d'aller en nature ou pas? Explique-nous un petit peu, toi, ce que tu entends. Oui, merci. Écoute, les changements climatiques, l'éco-anxiété, c'est vraiment intergénérationnel. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de distinction particulière pour les personnes aînées sur le ressenti par rapport au changement climatique. C'est sûr que les chaleurs extrêmes, l'imprévisibilité du climat, tout ça, ça affecte vraiment tout le monde et les aînés aussi. Puis d'ailleurs, chez nous, on est une halte fraîcheur en été. C'est un accès universel là, pour les gens qui se déplacent et qui peuvent venir au centre où il y a un air climatisé. Mais sinon, oui, c'est vraiment c'est de l'éco-anxiété et c'est ça ma réponse là. Et puis maintenant, par rapport à, parce qu'on parle de cet aspect-là qui est le changement climatique, et tu l'as dit, la chaleur, tu l'as dit, l'éco-anxiété, mais comment est-ce qu'ils voient la nature? Est-ce qu'il y a une envie de la part des aînés d'aller en nature? Parce que c'est une autre façon aussi d'avoir un peu plus de fraîcheur, c'est aussi d'aller dans un parc, par exemple. Oui, c'est ça. Alors, il y a un petit parc à l'arrière du chez nous, le parc Germaine-Pépin. C'est vraiment, je pense que c'est un bon laboratoire pour la recherche-action, parce qu'on est situé dans un quartier défavorisé dans l'est de Montréal, à Merciès plus précisément. Et derrière le chez nous, il y a des résidences pour personnes aînées, il y a des HLM, mais il y a aussi des résidences où habitent des gens, des ménages à faible revenu. Puis le parc est un petit peu inutilisé. C'est une ressource, à mon avis, qui mériterait d'être partagée par tous les résidents du quartier. On peut s'imaginer une meilleure utilisation de ce petit parc à l'arrière, mais les aînés, évidemment, on a des groupes de marche, on a des groupes de marcheurs, on a des ornithologues qui se déplacent un petit peu partout dans les espaces verts accessibles à Montréal. On entend souvent le problème d'accessibilité, c'est le transport. Là, on a la chance d'avoir eu, grâce à la CEPAC, des autobus gratuits. Ils nous remboursent les frais d'autobus. On a fait 2 sorties cette année, une aux îles de Boucherville et l'autre aujourd'hui même là au Mont-Saint-Bruno, qui ont permis à environ 70-80 personnes qui sortent rarement de faire une sortie dans un parc de la CEPAC. Et alors bon, si on avait voulu un guide, il aurait fallu payer en plus. Ce que j'entends aussi, c'est au niveau de la signalisation, au niveau des toilettes, comme l'a dit Hubert. Les toilettes sont souvent soit pas mal entretenues, fermées, ou la signalisation n'est pas très claire. Donc ça, c'est un des enjeux. Et le transport, évidemment, transport adapté pour des personnes avec un handicap et transport tout court pour des personnes parce que ça contribue aussi à briser l'isolement. Là, je t'en parlais un petit peu plus tôt. Ces sorties, elles ont aussi, sur le bien-être physique et psychique, l'avantage d'être une sortie, une occasion de socialiser avec d'autres personnes et d'être dans un espace agréable, beau, avec d'autres personnes. Et de partager cette expérience, c'est très important, parce que c'est aussi salutaire pour la santé. Il n'y a pas seulement
juste de sortir et de fréquenter des espaces verts, mais c'est vraiment de le faire avec d'autres personnes qui sont isolées. C'est un partage d'expérience. Oui. Et donc, comme on a José avec nous qui gère toute une infrastructure, tout un espace et qui a en plus ancré dans le jardin botanique l'envie de partager, de faire en sorte que les aînés aient accès à ça. Est-ce que ça remonte vers toi, José, tu sais, les besoins des aînés, à savoir on a besoin de toilettes, on a besoin d'avoir un transport pour nous rendre, sinon c'est plus compliqué. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la fois récolter les informations qui vous permettent de pouvoir peut-être aménager le jardin botanique et surtout répondre aux besoins que vous entendiez? D'abord, bonjour tout le monde. Merci aux gens qui sont là en ligne aussi. Ça vient de plusieurs façons. Parfois, on va choisir de faire des consultations publiques. Présentement, au Jardin botanique, il y a un très gros projet d'aménagement des jardins ouest. Et nous avons eu l'hiver passé une série de consultations et on en a d'autres. Plus le projet avance et toujours on continue à consulter sur là où on est rendu. Ça, c'est certainement une façon. Après ça, nous, on retire énormément d'informations des différents organismes communautaires qui travaillent avec les personnes aînées parce qu'on n'est pas au quotidien spécialisé sur cette clientèle-là, alors qu'il y a des gens qui le sont et qui peuvent clairement mieux nous informer. Et puis, en troisième lieu, je donnerais peut-être un exemple aussi. Il y a des guides bénévoles au Jardin botanique. Une grande partie de ces guides bénévoles, je ne sais pas, peut-être que la moyenne d'âge est d'à peu près 65 ans. Je dis ça sans vérification de fait, là, mais pour les rencontrer sur une base assez régulière, ce serait mon approximation. Okay. Et eux nous amènent énormément d'informations parce qu'eux sont en contact avec le public au quotidien, visitent le jardin presque 365 jours par année. Là, ils sont là en continu et donc nous amènent quand même une mine d'informations. Puis, c'est quand même toujours un peu déstabilisant de voir les besoins de base. Puis, vous l'avez tous les deux mentionné, le transport, les toilettes. Au Jardin botanique, c'est systématiquement, est-ce qu'il pourrait y avoir plus de bancs? J'allais dire un classique, mais quelque chose qu'il faut régler, qu'il faut augmenter. Donc, la façon de consulter, elle est très variée. Ensuite, les besoins sont à différents niveaux aussi, parce que, comme tu le disais, Olivier, il y a à l'intérieur du groupe des aînés, il y a des besoins particuliers. Il y a des aînés très actifs qui veulent des activités, qui veulent faire plein de choses. C'est varié, ça aussi. Mais je pense qu'on finit par avoir un portrait global qui nous permet idéalement de s'améliorer. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que vous avez un processus qui permet réellement de faire remonter l'information. Et ensuite, comment ça se passe pour déterminer ce sur quoi vous allez agir? Est-ce que tu es en mesure de pouvoir nous dire un peu comment vous vous y prenez? Oui, j'ai nommé 3 types de processus, mais j'ai jamais dit que c'était parfait. Hein? On s'entend? Mais au niveau de la priorisation, même dans nos consultations publiques, quand je vous disais qu'on le fait à différents moments sur le même projet, c'est justement dans l'idée d'arriver à établir des priorités. Parce qu'au début, il y a une liste. Après ça, nous, on fait comme une présélection de ça, puis on dit, à travers ça, qu'est-ce qui est le plus important? Puis après ça, il peut y avoir des choix qui viennent d'orientation, que ce soit de la stratégie municipale pour les aînés. On se fait guider quand même par des politiques comme ça, qu'on essaie d'incarner dans nos lieux. Ça peut aussi faire partie des atouts pour prioriser. Mais c'est très intéressant. Pierre-Paul, je sais que toi, tu portes un œil aussi très particulier sur les aînés, sur ces informations qui circulent. Au niveau académique, je sais que vous faites à l'Université de Montréal quand même pas mal de choses sur ces groupes. Est-ce que tu peux nous parler aussi, parce que je veux rester sur l'ordre de qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on n'entend pas du mode des aînés. Moi, je suis sous l'impression que il y a de l'action qui est portée, il y a vraiment des gestes concrets qui sont portés, mais il y a encore du travail à faire. Et je me pose juste la question, qu'est-ce que toi, tu
quel processus vous avez, vous, mis en place à l'Université de Montréal pour développer justement autant la circulation de ces informations vers les organismes, entre organismes, et aussi des approches et des pratiques qui permettraient aux uns et aux autres de pouvoir s'inspirer et développer une meilleure accessibilité des aînés à la nature? Parfait, merci. Bonjour tout le monde. Donc, probablement, je ne vais pas parler forcément de l'université, mais je peux parler de ce que fait la recherche par rapport aux enjeux des aînés. Donc, on peut commencer par d'abord pourquoi la nature est importante en raison, et surtout dans un contexte de changement climatique. Donc, on sait par exemple qu'avec les changements climatiques, il va y avoir une intensification des événements météorologiques extrêmes, comme par exemple la chaleur. Donc, on aura beaucoup plus d'épisodes de vagues de chaleur. Or, les personnes aînées sont souvent des personnes qui vont passer beaucoup plus de temps à l'intérieur en raison de leurs limitations physiques. Donc, si ces personnes passent beaucoup plus de temps à l'intérieur et que, par exemple, ils sont dans un milieu où il n'y a pas un accès à un système de climatisation, comme vous avez mentionné, donc ils auront très peu de capacité d'adaptation face à un événement comme la chaleur. Dans le milieu de la recherche, ce qu'on va faire, on va faire des études pour regarder un peu la vulnérabilité des groupes comme les personnes aînées par rapport à ces enjeux ces événements météorologiques extrêmes. Et souvent aussi, on va voir que les personnes aînées sont des personnes qui vont avoir une préférence pour habiter dans des quartiers centraux, et en raison de la proximité de ces quartiers et aux services. Donc, c'est plus facile d'aller à l'épicerie ou c'est plus facile d'aller à une pharmacie. Mais souvent, ces quartiers centraux sont des quartiers où il y a très peu de végétation. Donc, c'est des quartiers qui sont beaucoup plus comme étant des îlots de chaleur. Donc, une façon qu'on va travailler, c'est travailler en collaboration avec des groupes, des organismes qui interviennent pour regarder, par exemple, mener des études sur les inégalités environnementales. Donc, quand on travaille en collaboration avec des organismes, on peut voir des mesures ou des interventions comme le verdissement en milieu urbain ou la déminéralisation, qui sont en quelque sorte des mesures plutôt efficaces pour lutter contre les changements climatiques. Donc, souvent, avec ce type d'organisme, on va faire, comme l'intervenant a dit, des consultations pour au moins prendre les points de vue des différents groupes vulnérables comme les personnes aînées. Mais à mon avis, il faut aller au-delà de simples exercices de consultation. Sinon, pour regarder ces groupes de personnes comme étant des acteurs principaux qui peuvent intervenir à différents niveaux, depuis la planification, mais aussi dans la réalisation des actions. Donc, à mon avis, les personnes aînées peuvent aussi être impliquées à toutes les étapes dans ce type d'intervention. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, à donner justement de projets qui ont appliqué ce que tu es en train de dire, à savoir, on est parti au-delà de la consultation, et puis on a vu des aînés qui s'impliquaient à toutes les étapes de la mise en place d'un projet? Oui, je peux parler par exemple d'un projet qu'on a réalisé avec la ville de Québec, un projet plutôt de recherche. Donc, selon ce qu'on nous a raconté dans des entretiens qu'on a eus avec des acteurs qui interviennent dans ces projets, souvent, par exemple, la ville, lorsqu'ils ont des travaux de réfection de rue, ils vont dans les quartiers et donc ils vont organiser des ateliers de construction. Donc à ce moment-là, on donne l'espace aux citoyens de dire comment ils veulent aménager ces espaces de vie. Mais aussi à un niveau plus international, je sais qu'il y a l'université Cornell, par exemple, qui ont un projet qui s'appelle Retraités au service de l'environnement. Donc, dans ce projet, c'est des personnes retraitées
qui vont prendre des formations pour s'impliquer dans des enjeux environnementaux. Par exemple, ils vont participer dans des activités de sensibilisation de d'autres groupes, mais aussi ils vont participer dans des activités de conservation de la nature. C'est très intéressant. Olivier, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que la population d'aînés avec laquelle tu travailles, est-ce que tu sens qu'il y a une implication ou il y a un engagement à justement participer à ce type de consultation ou à l'amélioration justement de leur accès à la nature via ces procédures? Oui, tout à fait, parce que de toute façon, le Chez Nous, qui est une OBNL avec une mission de bienveillance envers les 55 ans et plus. Là, c'est juste l'aspect un peu plus technique, mais on a une approche participative. 55 ans et plus, oui. Pour certains, ça peut sembler encore jeune. mais on a une approche participative un petit peu dans tout ce qu'on fait, que ce soit le choix d'activité au centre, le choix d'activité à l'extérieur. On a, je te donne un exemple, là, en été, on a loué un piano, la ville nous a prêté un piano extérieur. On fait ce qu'on appelle du thé au jardin. On a un tout petit jardinet à l'arrière qu'entretiennent, c'est tous des bénévoles, c'est tous des membres ou des bénévoles qui s'activent pour rendre ce petit espace joli. Et tous les jeudis, en été, ils font des concerts avec un pianiste, d'autres musiciens sur une base bénévole, qui font venir. Et ça fait venir à peu près une quarantaine ou une cinquantaine de personnes. C'est évidemment ouvert à l'échelle du petit secteur du quartier où on est. Mais c'est vraiment l'initiative de bénévoles. On les encadre, on les appuie avec des ressources très modestes. Mais c'est ce que je disais plutôt avec le petit parc à l'arrière. On a de la pétanque, on a des ornithologues qui sont reliés au réseau nord-américain d'ornithologie. Donc il y aurait vraiment quelque chose à faire avec une recherche-action, parce qu'on sait que la recherche-action vient faire participer les citoyens dans des projets d'aménagement ou toutes sortes de projets là, qui ont une dimension sociale ou socio-environnementale. Donc c'est vraiment, je dirais, un beau laboratoire qu'on pourrait mettre en place juste derrière le Chez Nous. Parce que comme je disais, c'est un quartier un petit peu défavorisé. Il y a des communautés culturelles, il y a des ménages à faible revenu et il y a une proportion d'aînés assez élevée. Et c'est l'idéal pour un projet qui serait intergénérationnel. C'est ça qui lui donne une dimension intéressante. Hubert, je vois que tu veux réagir. Oui, parce que je suis tout à fait d'accord sur cette idée de parc. Moi, je suis un grand fan des micro-parcs, de ce qu'on appelle les pocket parks, qui sont des parcs qui sont beaucoup plus faciles à réaliser que les grands parcs qu'on connaît, et qu'on peut installer dans les quartiers et qui ont fait leurs preuves au niveau justement du réchauffement climatique, mais au niveau aussi de la santé mentale, notamment des jeunes mères de famille. Et l'autre aspect que je trouve très important, c'est que les parents aujourd'hui, nous on constate que les parents aujourd'hui n'ont plus le temps d'emmener les enfants dans la nature, mais les grands-parents ont le temps. Et il faudrait vraiment qu'on trouve une solution pour mettre au point une relation entre aînés, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être les grands-parents, mais entre aînés et enfants. C'est d'ailleurs, on va en parler, je l'espère, tout à l'heure avec Guylaine. Un des projets de Guylaine, c'est recréer le lien entre les aînés et les enfants, parce que ça valorise les aînés qui ont beaucoup de choses à transmettre aux enfants. Pour les enfants, c'est une sortie formidable avec des gens beaucoup plus âgés qu'eux qui peuvent leur apprendre beaucoup de trucs. Et le point que je voudrais ajouter aussi, c'est que jusqu'à présent, on parle beaucoup de l'idée de faire sortir les aînés dans la nature. Mais évidemment, il y a la possibilité aussi d'amener la nature auprès des aînés. Il y en a beaucoup qui ne peuvent plus bouger. Et on peut amener la nature de deux formes, soit de manière physique, c'est amener des plantes, amener des photos de la nature, soit de façon virtuelle. Il y a de plus en plus d'applications qui permettent de faire des promenades en nature sans même bouger. Et il y a un élément que je trouve très intéressant dans ces approches-là, c'est ce qu'on appelle la nostalgie thérapeutique. Quand on a des gens très âgés qui ne peuvent plus bouger, mais qui parfois ont encore leur odorat en bonne forme, le simple fait de sentir une odeur qui leur rappelle leur enfance, ça procure la nostalgie de laquelle ils vont parler. Il y a même une résidence pour personnes âgées aux États-Unis qui a fait des expos odoriférantes, si on peut dire,
de baseball. Donc les gens qui sont dans la résidence vont visiter des odeurs de pop-corn, des odeurs de gants de baseball, En cuir, en cuir, toutes des odeurs particulières, et ça leur permet d'avoir des conversations entre eux, etc. Donc c'est très important. Il n'y a pas seulement le côté aller dans la nature, il y a aussi emmener la nature chez les personnes âgées. Je termine en disant qu'on a une guide qu'on a formée qui fait ça. Elle fait des ateliers dans les résidences pour personnes âgées, des ateliers basés sur les sens. Jusqu'à présent, elle le fait gratuitement, et j'en parlais avec elle hier en préparation de ce qu'on dit aujourd'hui, et elle me parlait des réactions qui sont incroyables, de gens qui sont dans les CLSD, qui peuvent à nouveau sentir l'odeur du bois, toucher une écorce, parler de leurs souvenirs. Tout ça est très important, et il y a des recherches qui ont été faites de manière longitudinale, c'est-à-dire que non seulement ça a un impact sur le moment où on le fait, mais un mois plus tard, ils sont encore en train d'en parler. Donc c'est très important de pouvoir faire ça. Et José, ça me rappelle quand même une approche que le jardin botanique a également, c'est de se dire, OK, le transport, c'est un obstacle, parfois, donc amener les personnes aînées jusqu'au jardin, mais on peut aussi essayer de miser sur la proximité d'une autre manière. Est-ce que tu veux en parler ? Absolument. Il y a certains projets que nous avons qui, ce sont des animateurs du jardin qui se déplacent dans les CHSLD pour faire de la plantation. Donc, des bacs de plantation, il y a une animation sur les fleurs qui sont là. C'est quelque chose qu'on adapte aussi selon les besoins. Et sur l'idée de l'intergénération, il y a eu cette année une des visites qu'on a fait où il y avait des jeunes avec des besoins particuliers du primaire qui étaient dans le CHSLD, qui ont participé autant que les personnes âgées. Tout le monde a trouvé son compte et tout le monde est sorti de là avec un moment d'une telle intensité. Là. Ça, c'était vraiment fabuleux. Les équipes reviennent au jardin, racontent ça, sont tellement motivés parce qu'ils voient instantanément, au-delà de ce que les gens ont pu retirer de l'activité, d'être avec les plantes et tout ça, mais de la connexion entre les individus. Puis ça, je pense que ça n'a pas de prix. Là. Mais c'est ça, on parle d'une épidémie de solitude auprès des personnes aînées. Donc c'est sûr que la nature est connue quand même pour être un espace dans lequel on tisse des liens avant tout. Hein, tu le disais tantôt, Olivier. Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Hubert aussi, et sur amener la nature chez les aînés. Là, il y a un projet de Concordia qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, là, un projet de recherche pour la pollinisation sur les balcons. Et donc, il propose ce projet-là. J'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est justement, dans des HLM pour aînés, là, ils ont des petits balcons, et c'est une façon de... C'est très intéressant, ça. Il y a eu une recherche qui a été faite sur l'importance des balcons pour les personnes âgées, parce que souvent, c'est le dernier contact qu'elles ont, et de pouvoir être sur un balcon et regarder à l'extérieur. Et il y a même aujourd'hui des modèles de balcons idéaux qu'on devrait mettre dans les résidences pour personnes âgées. Parce que les gens qui sont en résidence, je regardais hier un documentaire sur le scandale Orpea qu'il y a eu en France, qui était une honte absolue, là, la façon dont on a traité des personnes âgées, mais la nature est très peu présente dans les résidences pour personnes âgées. L'étudiante dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Isabelle Houd, qui va donc dans les maisons pour personnes âgées, en fait, les gens qui s'occupent des loisirs n'ont aucun budget. Donc les loisirs pour les personnes âgées, c'est presque nul. C'est pour ça que moi, j'en parlais avec Pierre-Paul tout à l'heure, j'adore les études scientifiques et j'en vis. Mais je trouve qu'on est dans un moment où il faut un peu dépasser les recherches scientifiques, il faut aller à l'action, là. Parce qu'il y a des besoins urgents. Il faut intervenir et faire des recherches-actions, c'est-à-dire en même temps qu'on fait l'étude, on pose une action et on voit l'impact que ça a. Je pense qu'il y a une urgence là. Ben, écoute, moi je suis bien d'accord avec ça, mais je regarde aussi la réalité, c'est-à-dire qu'avant de commencer ce panel, j'étais en train d'écouter le budget 2025 du gouvernement provincial. Je regarde la géopolitique actuelle où ça coupe, on parle de récession.
Tu sais, à un moment donné, je suis d'accord avec le fait qu'il faut qu'on passe à l'action, mais je pense que l'action ne doit plus nécessairement uniquement passer par les seuls décideurs publics, peut-être pour les politiques publiques, c'est-à-dire orienter le type de vieillissement qu'on veut pour la société, mais maintenant, pour implémenter tout ça, est-ce qu'on ne devrait pas être un peu plus créatif et maintenant compter sur la société civile aussi? Tu sais, il y a les acteurs du privé, il y a les organismes communautaires, trouver des façons créatives de travailler ensemble avec le milieu académique pour faire en sorte qu'il y ait des choses qui sortent de terre. Tu as complètement raison. Mais il y a un changement de paradigme en ce moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui fait que c'est sûr qu'il y a un besoin pressant, mais il va falloir changer la manière dont on conçoit les solutions aujourd'hui et surtout le financement de ces solutions. Alors justement, je voudrais qu'on passe la parole ici à Guylaine, parce qu'elle est en train de faire un projet qui est très intéressant. Mais ce que je voudrais quand même dire, qui est très important au niveau de la santé publique, Pierre-Paul le sait sans doute mieux que moi, c'est que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on sait très bien qu'on réalise des économies dans les budgets de santé publique s'il y a plus d'arbres dans les rues, si les gens âgés sortent plus, etc. Ça, c'est connu. Mais le problème, c'est que si une municipalité augmente les espaces verts, moi j'ai horreur de cette expression, mais bref, augmente les espaces verts chez elle, ce n'est pas elle qui va en tirer les fruits au point de vue des budgets. C'est la santé publique qui va en récupérer les fruits. Donc pourquoi est-ce que des municipalités vont investir pour que d'autres segments en profitent? Ça, c'est la question du jour. Et donc, il faudrait imaginer, ça s'imagine déjà dans certains pays, des transferts de budget. C'est-à-dire, si dans ma municipalité, je crée des politiques qui ont pour effet que les gens consomment moins de médicaments et donc que la santé publique en profite, la santé publique va me reverser une partie des économies que j'ai contribué à réaliser. C'est ça qu'il faut mettre au niveau politique en marche, et c'est très compliqué parce que c'est le contraire des silos sur lesquels notre société est basée actuellement. Mais donc, Guylaine, justement, à propos de silos, est en train de les briser avec son projet, puisqu'elle veut réunir dans la nature des gens âgés et des enfants. Donc, ce serait certainement intéressant. Guylaine, on va te passer la parole. C'est quoi ta question, Yvan? Que tu expliques ton projet. OK. En fait, c'est un immense terrain de 14 acres, une ancienne mesure, mais en fait, c'est très grand. C'est un terrain de jeu. Parce qu'on ne peut pas construire. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont approché pour bâtir, mais c'est du roc. Donc, pour nous, en tout cas pour la garderie, c'est un terrain de jeu. On y va avec des années parce qu'on est sur un projet pilote présentement dans une coopération d'habitation. Et la moyenne d'âge des gens est de 85 ans et plus. Donc, nous, quand on arrive avec nos petits, dans la coop, c'est de bercer les enfants puis d'avoir des sourires merveilleux et tout ça, mais on n'a pas réussi encore à les sortir dehors, justement, parce que ce n'est pas nécessairement accessible. Donc, on a acheté le terrain derrière et le projet, c'est étant une garderie avec horaire atypique, parce que dans notre coin en Estrie, on vient de l'Estrie, c'est des Domtar, Kruger, Valmetal et autres, donc c'est tous des travailleurs, des parents qui ont des horaires qui roulent 10 jours, 12 jours, de soir, de nuit, etc. Donc, ces parents-là n'ont pas de milieu de garde, n'ont pas de service de garde pour leurs horaires. Et on a nos aînés, parce que je suis dans un village de 2000 habitants, et on vit l'exode. Donc, on envoie nos aînés qui sont agriculteurs, qui sont maraîchers, qui sont pomiculteurs, etc. Donc, on les envoie ailleurs, à 50, 60 km de leur propre patelin qu'ils ont bâti avec leurs mains. Tous ces aînés-là ne veulent pas quitter leur lieu. Donc, on a pensé d'y ajouter des villas. Et ces villas-là sont partagées. Donc, ce n'est plus des appartements seuls, parce qu'on l'a vécu dans la coop où les gens, tu te promènes dans les corridors, je pourrais y dormir dans les corridors et j'ai jamais vu d'aînés. Je ne vois pas d'aînés se promener. Ils ne vivent pas en dehors de leurs appartements et pourtant, derrière, il y a une forêt de 14 acres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment de dire, comment on va créer des sentiers, comment on va créer une sécurité, comment on va créer l'amalgame entre nos enfants qui vont jouer dehors, qui vont adorer être dehors, et nos aînés. Donc, on tente tranquillement de faire ça, et on réussit tranquillement avec le jardin. Donc, on a des jardins extérieurs, donc on fait de la plantation, on s'occupe des fleurs avec les aînés, et là, les aînés commencent à partager
leur savoir. Il y a un acériculteur qui vivait là-bas. Bien, on a percé des érables, puis on ramasse la sève d'érable. Donc, tranquillement, on a comme tenté l'expérience dans la coop pour créer notre propre projet qui va être bâti, je l'espère, vive Pépère, de le créer, de le bâtir, parce qu'il va y avoir vraiment la garderie qui va avoir ses espaces dans un bâti lead, parce qu'on focus sur vraiment la haute performance, et les villas tout à côté, associées avec je te dirais, un espace communautaire, parce qu'il n'y aura pas de salle à dîner ni dans la garderie, ni pour les aînés. Donc, on veut que les gens se rassemblent à l'intérieur de l'espace communautaire pour manger, parce que je l'ai vécu tout petite, où on rassemble, puis il y a plein de monde à la table, donc on veut refaire vivre ça aux enfants, au staff et aux aînés, donc de manger ensemble, éventuellement d'y vivre des activités, tout ça. Ça peut être autant du yoga que de la lecture, que de la marche. Donc, de faire vivre ça à l'intérieur de l'espace communautaire pour éventuellement sortir derrière, donc sortir dans la forêt et vivre l'environnement, vivre la boîte, vivre les arbres et tout. Donc, de retourner, j'ai quasiment terminé, de retourner à leur enfance, parce que c'est d'aller chercher les sensations, tous les sens, et de les partager aux enfants, et de recevoir des enfants de la joie, du bonheur, etc. Donc, c'est un peu ça le projet. Et on est rendu au sociofinancement, subvention, parce qu'on ne coche à nulle part, je vous le dis, mais on va y arriver. Bravo pour ça, c'est un projet intéressant. Moi, quand j'entendais Guylaine, je me disais, est-ce que, José, par exemple, le futur du jardin botanique, parce que je sais que tu t'intéresses, l'Espace pour la vie s'intéresse aussi à la dimension santé, s'intéresse aussi comme je dis, à ouvrir et à faire du musée plus qu'un musée. Est-ce que tu vois, toi, dans le futur, et c'est peut-être un peu, on est dans la projection là, mais est-ce que tu vois qu'il y a comme une tendance ou une intégration maintenant de ces différentes données, qu'un espace vert, c'est plus qu'un espace vert aujourd'hui, c'est un allié pour la santé publique, c'est un lieu de socialisation, c'est tout ça? Qu'est-ce que tu lui dirais là-dessus? Mais nous, on a quand même quelques projets de recherche qui allient soit art et santé ou environnement et santé, donc parfois avec des institutions hospitalières, parfois avec l'Institut de la santé publique, c'est assez avec une seule santé à l'Université de Montréal. Donc, par exemple, au jardin, on travaille aussi dans l'Est de Montréal avec une santé pour faire de la biosurveillance de contaminants chez les humains et chez les animaux, donc sur un terrain spécifique. On en a plusieurs, et oui, ça fait partie de mes rêves. Parce que, en fait, ça fait partie des missions du musée de faire de la recherche. Et donc, après ça, ça devient une question d'équilibre entre les priorités d'offrir aux citoyens des activités riches, de poursuivre des projets de recherche. Puis pour que tout ça fonctionne, il faut donner des passerelles. Parce que sinon, si on voit ça comme des choses qui s'opposent pour les mêmes budgets, ben là, ça devient plus complexe. Okay. Mais il y a toujours moyen de rendre sur le terrain des projets de recherche ou des préoccupations sociales. D'accord. Je sens germer ici des possibilités infinies. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui naissent un peu partout pour différents sujets, mais notamment le sujet des aînés, mais malheureusement, elles ne se rencontrent pas. Il y a par exemple la Fondation Oubli pour un instant qui est au Québec, enfin qui est surtout, et qui distribue gratuitement des jardinières dans les CHSLD, et parce que c'est leur dernier contact avec la nature. Donc ça pourrait être imité dans certains autres endroits. Il y a plein d'initiatives, il faudra à un moment donné qu'on trouve une solution pour fédérer tout ça, pour inspirer les gens. Parce que dans les phénomènes de consultation, moi ce que je constate souvent, peut-être pas dans le cadre des aînés, mais quand on consulte les gens pour leur demander ce qu'il faudrait faire, très souvent ils sont en retard. Les gens ne sont pas nécessairement informés des nouvelles tendances qui existent, des nouvelles possibilités. Et si on revient sur un panel précédent qu'on avait organisé sur l'accès à la nature des gens avec une déficience auditive ou une déficience visuelle, pratiquement rien n'est fait.
Donc dans les parcs de Montréal, les gens qui sont aveugles, c'est très compliqué pour eux de circuler. Les gens qui sont sourds, c'est très compliqué pour eux de le faire. Ça fait des années et des années qu'on sait qu'il y a un problème et il n'y a toujours rien qui est fait. Donc peut-être qu'il faudrait penser à aménager des endroits spécialement destinés aux gens qui ont des besoins particuliers. Par exemple, pour les gens âgés, on sait que leurs besoins dans les parcs ne sont pas les mêmes besoins que des gens plus jeunes. Ils ont absolument besoin du concept de l'abri, hein, c'est-à-dire d'être dans un endroit où ils se sentent à l'abri, où ils peuvent voir sans être vus. Et ce sont des aménagements qui sont d'ailleurs utiles pour tout le monde, mais on pourrait très bien imaginer qu'on prendrait un parc à Montréal et on se dirait, tiens, avec ce qu'on sait de la psychologie environnementale, de différents groupes de population, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire des petits tests à droite et à gauche pour voir si ça fonctionne. Un truc qui fonctionne très bien et qui rejoint la sociabilité, mais qui est un problème, c'est de créer des cafés dans les parcs. Si on créait un café dans le parc Maisonneuve, par exemple, où les gens pourraient venir boire un verre en regardant la nature, déjà ils sont dans la nature, ils peuvent socialiser, et c'est un but de promenade, hein, de dire, tiens, aujourd'hui, si on allait boire un café là-bas. Et encore une fois, ça se heurte au problème de la séparation entre culture et nature. Hein, à dire, ah non, c'est un parc, donc c'est la nature, il n'y a pas de culture. Mais non, il faut dépasser tous ces silos-là, et je pense que c'est là que se trouvent, dans ce genre de situation, que se trouvent les solutions. Pierre-Paul. Oui, j'aimerais rebondir sur ce point. En fait, un aspect qu'on ne prend pas souvent en considération, c'est la saisonnalité. Donc, surtout quand on parle d'accès à la nature, par exemple en hiver, donc parfois on n'a pas la même nature qu'en été. Donc souvent, il y a même des personnes aînées qui aiment faire la marche. Donc la marche, c'est important pour l'activité physique, pour la santé. Mais souvent, quand on voit les espaces boisés en hiver, ils ne sont pas bien déneigés. Donc un facteur pour favoriser la marche en hiver, c'est le déneigement des espaces en nature. Donc c'est un facteur aussi important. Et également avoir des activités sociales, parce que même si on n'a pas ce contact avec les arbres, mais au moins si on a des activités plus sociales, les personnes aînées peuvent toujours fréquenter ces espaces. Tu voulais dire, l'eau s'en vient, José, je suis tellement désolée, l'eau s'en vient. Il y a un propos avec lequel on a démarré la discussion qui était la beauté. Tout ce qui est quand même subjectif et qui fait partie aussi de la vie des aînés, puis de toute personne de toute façon, et qui parfois passe peut-être trop à la trappe quand on veut concevoir des espaces ou quand on veut créer certains projets, tenir compte de l'effet de la beauté aussi sur le bien-être. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça ? Ça a l'air très abstrait, mais moi j'ai des souvenirs de conversations que j'ai eues avec des aînés qui... on est dans des moments de contemplation souvent. On bouge peut-être moins vite, on va s'asseoir, on va rester longtemps, on contemple. Donc c'est très important de pouvoir contempler quelque chose de beau. Donc qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, par exemple, Olivier ? Ouais, je donnais tout à l'heure comme exemple l'été au jardin, là, donc, où des bénévoles s'affairent à rendre le petit espace de verdure qu'on a derrière le bâtiment, le centre... le rendre beau, tu sais, donc il y a des fleurs, et chaque année il y a un petit peu de changement, et c'est très important pour tout le monde qui fréquente ça, et c'est une expérience multisensorielle parce que quelqu'un a eu cette idée d'emprunter le piano à la ville et de faire des concerts, enfin des petits, c'est vraiment, tu sais, ils font venir parfois des guitaristes, il y a une violoncelliste qui est venue, mais ils vont chercher, tu sais, des gens dans la communauté qui sont musiciens, qui ont envie de rendre à la communauté, et donc ça fait la beauté fait partie de ça, je pense. Tu vois, c'est enfin une recherche d'esthétique ou de stimulation sensorielle là, par les arts et le petit coin de verdure qu'ils ont aménagé. José, est-ce que ça fait partie des critères au jardin botanique, par exemple? Mais clairement. Il n'y avait pas de scoop là-dedans. Mais par contre, je prends l'idée d'Olivier que la beauté a une valeur économique. Je pense que... Hubert. Oui. Ah, OK. Olivier. Hubert. J'ai dit quoi? J'ai dit Olivier? T'as dit Olivier. Désolée.
Pas de Le problème. O et le U, je crois. Non, mais je crois ça fondamentalement depuis des années. Vous me direz que mon jupon dépasse étant au jardin botanique, mais je le croyais avant de toute façon aussi. Je pense que c'est pourquoi qu'aujourd'hui les musées, entre autres, cherchent à mesurer leur impact social, parce que au-delà d'un montant, il y a aussi l'impact chez la population de la beauté. Oui, absolument. Puis je ne suis pas certaine que ce soit un discours très populaire au Québec. Il me semble, moi j'ai eu la chance de vivre en Italie. Il y a beaucoup plus de ralliement autour Ça, de cette idée. C'est intéressant parce que je faisais justement la remarque l'autre jour à une amie italienne, parce qu'on a beaucoup de réunions avec des Italiens. Dans toutes les réunions avec les Italiens concernant la nature, il y a la question de la beauté qui sort. C'est très imprégné dans leur culture, oui. Oui. Alors, il y a de la place, il y a davantage de place pour ça au Québec. Il faut le voir comme une opportunité de faire grandir ça. Mais, puis je vous dirais que chaque personne qui travaille au jardin carbure à ça. C'est sûr que ça fait partie de leur conception. Absolument. C'est prometteur et ça fait plaisir à entendre. Pierre-Paul, le milieu académique, est-ce qu'il en prend compte? Je dirais que c'est important, la question de la beauté aussi. En fait, il y a des recherches qui montrent, par exemple, il y a un principe qui s'appelle 3-30-300, c'est-à-dire donc chaque personne devrait au moins vivre dans un milieu où elle peut voir au moins 3 arbres, et que chaque quartier ou chaque ville devrait avoir au moins 30% de couverture de canopée, et qu'on devrait habiter dans des endroits et pas trop loin de 300 mètres d'un parc de 1 hectare. En fait, c'est pour vous montrer en fait que la recherche aussi, il y a certains bénéfices de la nature qu'on va documenter, c'est en fonction du contact visuel. D'autres, c'est en fonction de l'exposition, le fait qu'on vit dans un milieu qui soit boisé. Voilà. Hubert, j'aimerais quand même, je vais te laisser répondre à la question parce que la beauté c'était aussi ton grand truc, mais l'idée c'est que j'aimerais aussi que tu prennes le temps de parler de... tu sais, moi je trouve que ce qui est aussi le plus intéressant quand on rentre maintenant plus dans le subjectif, dans l'émotionnel, la beauté, c'est de saisir à quel point ça vient vraiment impacter les personnes âgées, et particulièrement, on parlait des sens, et qu'il y a réellement un travail qui permet aux personnes âgées de continuer à rester stimulées, au niveau de leur cerveau, au niveau de leurs facultés cognitives. Donc on est vraiment aussi dans quelque chose de porteur quand on veut s'attarder à la beauté. Oui, d'ailleurs, il y a des jardins, il y en a en Ontario, il y en a aussi en Hollande, des jardins spécialement faits pour les gens qui ont Alzheimer. Donc on les accueille et on leur propose toute une série d'expériences très simples, arroser des plantes, semer, planter, etc. Parce qu'ils ont montré que le contact avec les éléments naturels, étant donné qu'il est multisensoriel, connecte dans le cerveau d'une nouvelle manière et que ça ralentit le vieillissement cognitif. Il y a d'ailleurs des études qui ont été faites par un chercheur québécois de Trois-Rivières qui a montré que le fait de s'entraîner à respirer des odeurs différentes, c'est Johan Frasnelli qui a écrit un très beau livre sur l'odorat. Donc que le fait de sentir des odeurs, différentes odeurs tous les jours pendant une certaine période, ralentit le vieillissement cognitif et augmente la taille du cortex. Donc il y a un impact très clair entre l'odorat et la santé cognitive. D'ailleurs, les gens qui ont perdu l'odorat sont souvent des gens qui vont avoir des problèmes de santé cognitive par la suite. Et à l'inverse, donc enrichir notre cognition par l'odorat, c'est une méthode qui est de plus en plus utilisée. L'importance de la beauté, pour moi, elle est telle que j'ai collectionné, moi, des récits sur la beauté, parce que je trouve que, effectivement, c'est une valeur économique qui est complètement oubliée, mais il est évident que moi, je suis né à Bruges. Les gens qui visitent Bruges, ils viennent pour la beauté de Bruges. Les gens qui visitent Venise, ils vont pour la beauté de Venise. La beauté rapporte beaucoup d'argent. Mais même si ça ne rapportait rien, je serais toujours là pour la défendre. Et j'ai donc collecté beaucoup de récits. Et je me souviens d'un récit incroyable de gens qui étaient dans les camps de concentration, qui étaient à la fin, donc en 1944, au moment où les camps étaient évacués par les nazis, et des témoignages de déportés
qui racontent qu'ils sont dans ces wagons où ils sont affamés, ils sont malades, ils ont la tuberculose, ils sont désespérés, et il y a des déportés qui viennent les réveiller pour leur dire « Regarde, viens voir par la fenêtre, il y a un magnifique coucher de soleil ». Alors si la beauté était un luxe, jamais on n'aurait eu cette expérience-là. C'est parce que la beauté est absolument nécessaire à notre expérience de vie qu'il faut la mettre partout. Et il y a des études qui ont montré l'impact de l'environnement bâti et de la laideur de l'environnement bâti sur la santé mentale des gens âgés. Et il est établi que le fait de voir des murs uniformes, sans aucun détail, sans rien à regarder, c'est déprimant pour le cerveau et c'est déprimant pour les personnes âgées. Donc il faut mettre de la beauté partout. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il me semble que c'est très simple. Beaucoup de gens parlent de la méditation. On a tendance à oublier la contemplation. La contemplation, c'est très important de pouvoir simplement se laisser absorber par la beauté de quelque chose. Donc il suffit d'un banc, il suffit d'un arbre. Tous les arbres ont des choses magnifiques à nous dire. Nous revoyons notre vie quand nous sommes devant un arbre majestueux. D'ailleurs, pour les gens âgés, c'est toujours important de leur dire, vous regardez comme cet arbre est beau parce qu'il est vieux. C'est parce qu'il est vieux qu'il est beau. Hein. Vous aussi, peut-être que c'est votre cas. Donc c'est très important de faire ce lien et de les laisser divaguer sur le sujet, de parler avec eux. Et ça, c'est la force extraordinaire de la beauté. Je termine juste en disant que des études en neurosciences ont montré un truc très intéressant. C'est que quand nous regardons la beauté, notre cerveau, en fait, va la reconstruire à l'intérieur de nous. Donc la forme qui est à l'extérieur, on va la retrouver à l'intérieur du cerveau. Donc comme la beauté, c'est bien souvent l'harmonie, regarder l'harmonie, c'est créer l'harmonie en soi. Ah, c'est beau. Je n'ajouterai plus rien après ça. Mais il faut quand même conclure. Donc, je ne sais pas si vous avez... Ben oui. Mm-hmm. Goûter, à écouter les oiseaux, à développer leurs 5 sens. Je parle très fort. Donc, le fait de mélanger enfants aînés, je trouve que c'est un plus encore pour même ceux qui sont dans d'autres domaines ou qui ont besoin d'autonomie. Ce lien-là, je le vois. On n'a pas de recherche par rapport à action, par rapport à ça, mais c'est fou ce que les enfants apprennent aux aînés, à vivre autrement en nature, puis à se sentir bien en nature. Et ils nous attendent, là. À chaque semaine, ils nous attendent là, pour aller vivre cette expérience-là. Donc, il y a un bien immense. Merci, merci. Est-ce que nous avons d'autres interventions, commentaires, questions ou quelque chose qu'on a envie d'ajouter? Ah ben oui, par ici. Ah, pardon. Moi, j'aurais voulu parler aussi de ce qui est nourricier. Parce que le nourricier apporte aussi au niveau des sens beaucoup. Là, on parle beaucoup de beauté, mais je pense qu'on peut compléter aussi avec toute la partie nourricière aussi. Voilà. Oui, d'ailleurs, il y a un microbiologiste anglais qui s'est un peu spécialisé là-dedans et qui, lui, propose dans les parcs, dans les jardins publics, de mettre toute une série d'arbres à fruits, par exemple, parce que c'est encore un bon prétexte pour y aller. Ce qui manque beaucoup, je pense, à beaucoup de gens pour aller dans la nature, c'est un but. Parce que pour beaucoup, le simple fait d'aller dans la nature n'est pas suffisant. Il faut faire quelque chose. Et donc, planter des arbustes, des petits arbres à fruits, etc., dans les parcs, c'est, tiens, on va aller chercher des framboises. C'est vraiment une activité intergénérationnelle aussi. Et ça permet d'être en contact avec ce qu'on appelle l'aérobiome, hein, c'est-à-dire l'air qu'on respire. Et moi, je suis tout à fait partisan de faire ce genre de multiplier. Effectivement, le côté nourricier, il est très important. Il est très, très important. Pierre-Paul, je crois qu'il y a des exemples de projets au niveau du jardinage, des jardins nourriciers. Il me semble que tu avais des choses comme ça qui ont été... auxquelles tu as participé. Oui, j'ai travaillé sur l'agriculture urbaine. J'ai regardé beaucoup plus les motivations des gens dans l'agriculture urbaine. Et ce qu'il faut noter, en fait... même dans les pays du Sud, qui ont un contexte plutôt différent, vous allez voir des personnes qui font de l'agriculture urbaine. Donc, pour faire de l'agriculture urbaine, on peut
avoir différentes motivations, en plus de cette fonction nourricière, mais aussi l'agriculture urbaine, ça permet de créer des liens sociaux, mais aussi il y a d'autres personnes qui vont faire de l'agriculture urbaine pour être en contact avec la nature. Donc c'est multi et fonctionnel en quelque sorte, ce type d'activité. Ok. Merci. Allô? Moi, je trouve que c'est important, que ça serait important de mettre plus d'endroits médicaux dans les endroits où il y a beaucoup de nature. Je vais vous raconter une petite anecdote. Mon grand-père, c'est quelqu'un qui aime bien être à la campagne souvent. Et surtout vu que maintenant il commence à être de plus en plus âgé, c'est important pour lui d'être dans la nature. Mais il a de la difficulté à vraiment rester dans les endroits comme ça parce qu'il n'y a pas d'infrastructure comme des hôpitaux où il peut trouver des médicaments ou faire des tests qui sont importants pour sa santé, quoi. Et ça lui empêche de rester dans la campagne pendant des périodes très longues ou de rester là. Ouais. Et je trouve que ça serait important de... Oui, il y a ce sujet de... Il faut ramener les aînés dans la nature, mais il faut avoir des endroits qui sont plus adaptés aux aînés dans la nature. Oui, c'est sûr que c'est tout le problème. C'est tout le problème des déserts médicaux dans les régions éloignées. C'est un vrai problème, ça. C'est un vrai problème. Oui. Ben, de là, de créer des espaces de ressources autour de la nature. Oui, c'est ça. Donc ça, en Allemagne, ça se fait beaucoup. Hein. En Allemagne, dans des centres hospitaliers, il y a énormément de nature autour. Ça améliore un peu la situation. Oui, vas-y. Oui, moi je voudrais, sur ta question, c'est une observation qu'on m'a partagée d'un membre du chez nous là, qui m'a dit que dans la plupart des parcs à Montréal, c'est difficile parfois de se sentir en sécurité parce qu'au niveau de la signalisation, il n'y a pas de, par exemple, qui contacter en cas d'urgence. Et c'est, tu sais, mais je lui disais, oui, mais on appelle le 911, oui, mais là, je suis dans un parc, donc c'est pas un milieu où la voiture de police ou une ambulance peut nécessairement arriver. Donc c'était juste ce genre de considération-là qu'on m'a partagé, que dans la plupart des parcs à Montréal, ben, pour certaines personnes, ils vont pas se sentir en sécurité parce que ils ne sauraient pas quoi faire en cas d'accident ou d'incident. Moi, il y a une question qui me vient et vraiment, on va clôturer après ça. Mais c'est que, est-ce qu'il faudrait créer des espaces verts, des parcs qui soient uniquement adaptés à des personnes, des aînés ou des personnes qui sont à mobilité réduite, ou est-ce que, parce qu'on assiste souvent quand même à des espaces verts dans lesquels il y a une multiplicité d'usages, et il y a des usages donc qui vont se faire aussi à certaines heures de la journée, mais qui empêchent d'autres de pouvoir utiliser l'espace vert. La santé versus le récréatif s'opposent parfois en termes de manière dont on utilise l'espace vert. Donc, est-ce qu'il faut aller vers ça, selon vous, ou alors il y a une autre solution parce que le fait aussi d'avoir une multiplicité d'usages fait en sorte que les gens se rencontrent Mais c'est une question qui, je pense qu'on peut commencer à se poser. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être José. Il me semble que je suis la moins bonne pour répondre à cette question. Mais je vais donner une réponse personnelle, dans le sens qu'elle ne vaut pas grand-chose, sinon mon opinion. Mais moi, je suis motivée par créer des liens. Puis je trouve que d'avoir une multiplicité d'usages, ça amène des gens avec différents backgrounds. C'est vraiment juste mon impression à moi, mais... puis en tout cas, au jardin, dans la révision de nos projets, on cherche à créer des endroits qui vont faciliter les liens. Pour moi, ça, c'est aussi travailler pour les aînés. Si la personne se sent à l'aise de parler à la personne qui est sur le banc à côté parce que le contexte s'y prête, moi, je suis heureuse. Ce serait ma réponse. Très bien. Elle vaut beaucoup. Olivier? Oui, je suis tout à fait d'accord avec José. Là, je pense qu'il faut encourager une multiplicité d'usages et cette possibilité de rencontre ou de socialiser ou de partage d'expériences. Là, je crois que c'est vraiment davantage valorisant.
Mais moi, ce que je pensais, pour inciter davantage d'aînés à sortir, on pourrait penser, parce qu'on a la carte Accès Montréal là, qui donne accès gratuitement, mais on pourrait avoir un passeport aîné qui couvre le transport, par exemple, ou qui réduise les coûts de stationnement, ou ça pourrait se tenir une fin de semaine, et ça permettrait, l'idée c'est vraiment de favoriser l'accès, d'assurer le transport, et donc c'est juste une idée parmi d'autres là que je voulais partager. Ben, c'est très bien. Pierre-Paul? Ouais, moi, je dirais, en fait, en ce qui a trait à la nature, surtout en ville, il faut la regarder de manière holistique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi quelques effets indésirables avec, par exemple, l'éco-gentrification ou l'éco-embourgeoisement. Donc, au moment de parler de l'accès à la nature, il faut regarder différents aspects. Par exemple, prendre en considération les valeurs culturelles. Donc, il se peut qu'il y ait des groupes qui préfèrent avoir des jardins sans de grands arbres. D'autres vont vouloir avoir des arbres de grande taille. Donc, à mon avis, au moment de planifier ces interventions, il faut regarder l'ensemble des effets. Par exemple, il y a la question de pollen allergène, tout ça aussi. Donc, regarder l'angle et santé. Donc, aussi faire participer les gens, prendre en considération qu'est-ce qu'eux, ils pensent de la présence de la nature. Par exemple, si une personne est allergique, donc probablement on ne va pas encourager le verdissement avec des plantes qui vont avoir un pouvoir allergène. Donc il faut sélectionner bien les espèces qu'on va encourager. Donc il faut le regarder plutôt de manière holistique, je dirais. Très bien. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Hubert? Moi, j'ai toujours des choses à ajouter. C'est toujours ce dont j'ai peur à la fin d'un panel de discussion. Tu vas m'interrompre. Premièrement, je pense qu'on doit regarder ça sous le point de vue de l'équité plus que de l'égalité. Ça veut dire qu'il y a des populations qui ont besoin d'avoir des aménagements particuliers parce que sinon, ils ne vont pas y aller. Il y a très peu d'études sur la fréquentation des parcs. Mais dans les études qui ont été faites, on s'aperçoit qu'à peu près 40% de la population d'une ville ne va jamais dans ces parcs. Pourquoi ? Pour toute une série de raisons. D'autre part, on fait bien des jardins d'enfants. Il y a dans tous les parcs des espaces délimités pour les enfants. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des espaces délimités pour des gens qui ont une mobilité difficile, pour des gens qui sont aveugles ou pour des gens qui sont âgés? Troisièmement, on n'a jamais fait l'essai. Moi, je pense que ça vaudrait vraiment la peine qu'à la ville de Montréal ou ailleurs, on essaye. On essaye de dire, ce parc-là, tout le monde est bienvenu, mais on va faire un aménagement spécial pour tel type de population. On va faire un essai, une recherche-action, voir ce que ça va donner. Et donc, on va installer des bancs sur lesquels les gens âgés peuvent facilement s'asseoir et se lever. Il y aura plus de toilettes qu'ailleurs. Il y aura un sol où on peut marcher sans glisser. Faisons l'essai, qu'est-ce que ça coûte? Si ça marche, on peut le multiplier à l'échelle provinciale. S'il y a des problèmes, eh bien, on change d'avis. Mais je pense que ça vaudrait vraiment la peine d'essayer ça maintenant. Parce que de toute façon, les parcs se trouvent dans des quartiers qui ont eux-mêmes leurs particularités. Il y a des quartiers habités par des gens à faible revenu, il y a des quartiers habités par des gens plutôt âgés, il y a des quartiers habités par des gens plutôt jeunes, et pourtant tous les parcs sont les mêmes. Donc je crois qu'il est temps, moi je dis depuis longtemps, qu'il faut sortir les parcs du 19e siècle et commencer à concevoir des parcs qui répondent à la problématique d'aujourd'hui, qui est une problématique de santé mentale. Et les parcs actuellement ne répondent qu'à la problématique de santé physique, ne se sont pas encore rendus compte qu'il faut répondre au problème, à l'épidémie de santé mentale qu'il y a dans le monde. Bon, en tout cas, c'est pas mal de nourriture pour des réflexions, pour des actions prochaines. Je vous remercie vraiment chaleureusement d'avoir joué le jeu, d'avoir préparé tout ça avec nous et d'avoir fait cette belle discussion. Merci à vous de vous être déplacés. Et puis, on a un petit cocktail qui s'en vient dans quelques minutes. Donc, on pourra continuer à discuter, à échanger. Et nous, on va se retrouver, j'espère, l'année prochaine pour une autre série, Une nature pour tous. Alors, merci encore. Merci. Merci à vous.